Amoureux du bon goût, bonjour. Il dit qu'avant sa naissance, chaque enfant est un esprit omniscient, accompagné d'un ange gardien durant sa descente sur Terre. Au moment de naître, et afin de préserver l'ordre mondial, l'ange apposerait son doigt sur la bouche de l'enfant en lui murmurant « chut ». Et c'est à ce moment-là que l'enfant oublierait tout et pousserait ses premiers cris, ne gardant comme souvenir que le sceau de l'ange, juste ici. C'est beau, mais c'est complètement faux. Oui, désolé, étant un rationaliste athée pur et dur avec un fort penchant pour la taquinerie, vous comprendrez, j'ai quand même du mal à croire le simple fait qu'un être pandimensionnel vienne me cautériser la bouche par simple souci de secret professionnel. Imaginez qu'on applique la même méthode pour les juristes. Eh bien, maître, vous acceptez l'affaire? Ça fait un peu réchauffer comme blague, mais c'était prévu avant. La vérité sort-elle toujours de la bouche des enfants? Une question à laquelle je répondrai oui, sans hésiter. Et comme il me reste approximativement 9 minutes, je me permets de pérorer un peu. Cependant, je préfère vous prévenir. Nous allons y aller très calmement. Tout simplement parce que je compatis à l'état de votre cerveau après avoir passé tant de temps à nous écouter déblatérer de telles absurdités avec l'aisance de larrons en foire. Devant ce sujet aussi complexe, il convient tout d'abord de définir correctement les termes les plus importants, et ce, afin d'éviter tout futur quiproquo. L'encyclopédie Larousse définit la bouche comme la cavité formant un segment initial du tube digestif permettant d'ingérer des aliments, comme la saucisse de Morteau, de respirer, mais aussi et surtout en ce qui nous concerne, d'émettre des sons qui formeront des syllabes, qui formeront elles-mêmes des phrases, des mots, pardon, pour au final aboutir à des phrases qui se termineront par un discours cohérent. En tout cas, plus cohérent que cette définition qui traîne un peu en longueur. Jusqu'ici, tout va bien, mais ne perdons pas le fil, car nous abordons une partie autrement plus complexe, à savoir l'enfant et la vérité. L'enfant est défini de manière empirique comme étant l'état dans lequel se trouve chaque être humain entre le moment de sa naissance et le moment où il arrive à l'adolescence. Mais il peut également être défini comme enfant, une personne ayant un caractère, une personne étant naïve ou ayant un caractère enfantin. On reconnaît donc que l'enfance est lié à un certain état d'esprit et une certaine vision du monde. Gardez-le bien dans un coin de votre tête, ce sera important pour plus tard. Si l'enfance est sujette à l'interprétation, qu'en est-il de la vérité? La vérité, unique, indivisible, universelle? Eh bien non. Comme pour l'enfance, la vérité ne sera en réalité qu'une vision de l'esprit. C'est en tout cas ce que soutenaient les sophistes. Permettez-moi de faire une légère digression qui me permettra d'étayer un peu mon propos. Comme pour la caverne de Platon, notre cerveau, berceau de notre conscience, est enfermé dans notre boîte crânienne et ne fait qu'interpréter des données incomplètes. Des données indirectes, fournies par nos oreilles, nos yeux, notre nez, le sens du toucher, etc. À l'image de l'homme enfermé dans la caverne et ne percevant le monde extérieur qu'à travers les ombres projetées sur les parois de la caverne, notre cerveau n'interprète la réalité qu'à travers des données incomplètes. En effet, toutes les personnes n'entendent pas les mêmes fréquences sonores, nous ne voyons ni les infrarouges ni les ultraviolets, et nous sommes complètement insensibles tant aux ondes radio qu'aux perturbations gravitationnelles mineures. Nous avons donc une vision extrêmement restrictive de la réalité physique qui nous entoure. Mais afin d'éviter tout complexe d'infériorité, notre esprit, un peu chafouin, fait inconsciemment le choix de ne prendre en compte que les données interprétables et construit ainsi sa réalité, qui deviendra sa propre vérité. Je viens donc de vous démontrer, de manière un peu cavalière, je le conçois, que les notions d'enfance et de vérité sont en réalité une vision de l'esprit, une interprétation personnelle à chacun. Et que, de facto, chaque enfant est à même de construire sa vérité. Ainsi, en suivant ce raisonnement, un enfant dira la vérité lorsqu'il viendra vous voir pour vous expliquer qu'il y a un monstre sous son lit. Cette affirmation devient véridique au moment même où il l'annonce, car il en est persuadé. C'est un peu le même principe que pour l'infraction pénale impossible. L'infraction est caractérisée parce que l'auteur en est persuadé. Parce que l'auteur est persuadé qu'elle est commise. De même, l'enfant ne ment pas puisqu'il en est persuadé. Alors, je vois venir les critiques de mon contradicteur comme un bouton de fièvre à la veille d'un entretien d'embauche. Oui, mais Monsieur Roux est un faquin. Ce qu'il ne vous dit pas, ce que nous savons tous, c'est que les enfants sont fiers et vantards, ils montent comme des arracheurs de dents, et en plus, cet ahuri n'a même pas de barbe, alors que j'ai expressément démontré dans ma précédente plaidoirie qu'un homme sans poil, c'est comme un canard sans pattes. C'est viable, certes, mais c'est pas sexy. Que veux dire? Je vais vous répondre non, Monsieur Bitton. Eh bien, tout d'abord parce que ma navrante imitation vous fait passer pour un homme des cavernes qui n'a absolument pas écouté toute la première partie de ma plaidoirie, et je refuse de me répéter, parce que concrètement, je fais ce que je veux. Mais aussi parce que je peux vous démontrer que les mensonges des enfants ne sont pas issus d'un vice de leur part, mais d'un conditionnement de l'adulte qui les écoute. Nous sommes tous des menteurs, tous, je vous le prouve.
que celui qui n'a jamais menti me jette le premier code. Et tous des menteurs, ou des lâches, des choses. Mais alors, comment pouvons-nous expliquer notre passage d'un état de vérité subjective à un état de menteur invétéré? Pour ce faire, je vais m'appuyer sur les théories de grands sociologues. En effet, n'ayant pas reçu de César en la matière, je ne vais faire que pomper. Marx, Durkheim, Weber, mais surtout Bourdieu, avec son concept de l'habitus, qui peut se résumer par comment nos structures sociales vont s'intérioriser par extériorité. Comme ça ne vend pas du rêve. Vous allez voir, c'est très simple. De nos premières expériences sociales se forme le plus souvent de manière inconsciente une inclinaison à penser, percevoir et à faire d'une certaine manière des choses de façon durable. C'est le fameux conditionnement que Marx appellera l'aliénation. Ce conditionnement est donc le plus souvent dicté par nos aînés ou d'une manière plus générale par toute personne possédant une certaine forme d'autorité sur nous. Un conditionnement qui va nous inciter à pencher vers une conception de la réalité. C'est ce qu'on appelle un paradigme. Par exemple, le paradigme pour un juriste français serait de reconnaître la Constitution comme une norme suprême. Le paradigme pour un occidentaliste lambda serait de penser que la solution à la crise économique se trouverait dans la croissance. C'est grâce à cela que nous avons quitté l'état de nature. C'est grâce à notre pensée commune, à notre esprit grégaire. Mais qu'en est-il de l'enfant? Et c'est justement là que réside toute la solution à notre problème. On considère que l'enfant nous ment lorsqu'il nous dit qu'il y a un monstre sous son lit, parce que nous avons été conditionnés à croire que les monstres, ça n'existe pas dans notre réalité. Une réalité qui, je le rappelle, n'est qu'un conditionnement dû à une interprétation incomplète de la réalité. On parle alors d'une présomption de mensonge venant de l'enfant, ce que tentera de démontrer maladroitement mon cher contradicteur. Je vous ai donc expliqué que, premièrement, un enfant ne peut pas mentir, puisque son ouverture d'esprit lui permet d'accepter des théories qui sont pourtant impossibles, tout simplement parce qu'il ne sait pas qu'elles le sont. Deuxièmement, dans le cas où un enfant serait considéré comme un menteur par un adulte, ce serait en réalité l'habitude de cet adulte qui le forcera à ne croire que ce qu'il voit. Un adulte serait donc quelqu'un passant d'une conception d'un monde où tout est possible à une conception d'un monde où tout est impossible, jusqu'à preuve du contraire. Je vous ai donc démontré par A plus B qu'un enfant est incapable de mentir, et que, de facto, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Mais si nous allions plus loin, parce que je suis un peu coquin et il nous reste quelques minutes, si je vous disais qu'il est impossible de mentir à un enfant, alors je sais ce que vous pensez, je vais beaucoup trop loin, nous avons tous déjà menti à de nombreuses reprises, à de nombreux enfants, que ce soit pour le Père Noël, la petite souris ou le fait que la soupe ça fasse grandir. Même si ça c'est une arnaque indéfendable, je suis désolé. Françoise Dolto affirmait, et je cite, on ne peut pas mentir à un enfant, on ne peut pas mentir à l'inconscient, l'enfant a toujours l'intuition de son histoire, si la vérité lui est dite, cette vérité le construit. Et c'est là qu'on ressort du point de notre mémoire, le moment où je vous ai dit que la réalité et la vérité étaient relatives. Parce que tout est lié, ce plan est magique. Petite démonstration. Un jour, l'un de mes frères me convainquit que si je sortais la main de la voiture pour faire l'avion dans le vent, un motard allait arriver et allait me couper la main avec un grand couteau. Ne pouvant pas savoir que c'était impossible, j'ai pris cette affirmation comme une vérité universelle. Bien que complètement illogique pour un adulte rationnel, cette plaisanterie est intrinsèquement ancrée en moi puisqu'elle est arrivée durant ma phase de construction. Et encore aujourd'hui, il est hors de question que je sorte la main de la voiture de peur qu'un motard ne vienne la percuter. Tout simplement parce que j'ai été conditionné à croire que cette théorie était véridique et qu'elle n'a pas encore été infirmée. Je ne suis pas fou, je ne vais pas tenter de mettre la main dehors. Ce qui, techniquement, m'amène à penser que je réfléchis comme un enfant, mais ça, c'est pas très flatteur. Alors, cet exemple, il est un peu piqué des hannetons, je vous l'accorde, mais reprend les mêmes mécaniques que pour la psychopathologie. En effet, il a déjà été vu qu'à plusieurs reprises, un violeur multirécidiviste invoque une irresponsabilité de sa part, de ses actes, en raison des viols qu'il a lui-même subis durant son enfance. Alors, que je sois bien clair, cela n'excuse en aucun cas de tels actes, ça permet seulement de comprendre les motivations de l'auteur. Ainsi, il est plus probable qu'une personne ayant régulièrement subi des sévices durant sa phase de construction sociale, donc l'habitus, soit elle-même reproductrice de tels actes dans le futur, ce qui nous apparaît comme monstrueux est pour lui la norme, car il n'a connu que ça. Personne ne naît intrinsèquement mauvais, on le devient par une inadéquation entre notre conditionnement et celui de la société. Et c'est là que le mensonge deviendra impossible pour un enfant. Si un adulte raconte à un enfant une absurdité, ce dernier en fera sa vérité, jusqu'à ce qu'un conditionnement social extérieur lui démontre le contraire. Un conditionnement qui, de facto, l'entraînerait vers la construction d'un habitus qui l'entraînera donc du statut d'enfant à celui d'adulte. C'est ce qu'on appelle grandir. Un exemple probant serait de parler du Petit Prince de Saint-Exupéry, qui, isolé sur son astéroïde, n'a subi aucun conditionnement et se trouve dès lors perdu face à celui des adultes qu'il rencontre,
mensonges, avarice, fierté. Malheureusement, nous allons manquer de temps. Je me contenterai donc de vous laisser constater à quel point mon contradicteur a été conditionné à traiter nos pauvres chaînes humains de sales petits menteurs.